Sans ça, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un droit de veto à l'extrême droite italienne de Giorgia Meloni, il donne un droit de veto à l'extrême droite hongroise pro-russe de Viktor Orban, et il donne un droit de veto au régime à volonté autoritaire de Robert Fico, lui aussi pro-Moscou, pro-Kremlin, pro-Poutine, de Slovaquie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon journal de bord de député européen. Aujourd'hui, on va d'abord parler des enjeux climatiques et des négociations climatiques internationales qui ont lieu en ce moment aujourd'hui et qui vont nous amener à une conférence internationale sur le climat hyper importante qui a lieu en novembre au Brésil. Et je vais vous dire pourquoi je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron est en train de saboter les avancées européennes sur ce sujet. Et ensuite, je vais pouvoir prendre deux des questions qui m'ont été posées. Une sur le discours de politique générale d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et ensuite faire le point sur le règlement sur le gaz russe, donc sur ce texte qu'on est en train de négocier au niveau européen qui va nous permettre de nous libérer enfin des importations pétrolières et gazières provenant de Russie. Alors on commence par la question climatique. Je pense que c'est important dans ces moments-là de dézoomer, de comprendre un peu d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. Les scientifiques nous alertent sur les questions climatiques depuis des décennies. Depuis des décennies, on sait que le changement climatique est provoqué par l'homme. Un des premiers qui a conçu cette relation entre les émissions de CO2 et la température sur la surface de la planète Terre, c'est en fait un Français qui s'appelle Joseph Fourier. Et Joseph Fourier, pour le replacer un peu dans l'histoire de France, c'est un des scientifiques qui a accompagné Napoléon Bonaparte en Égypte, donc à la toute fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française. Et Joseph Fourier, c'est plus tard, dans les années 1820, qu'il publie ces travaux qui vont fonder en fait la base des connaissances scientifiques sur les questions climatiques. À la fin du XIXe siècle, en 1896, donc c'est l'époque de l'Empire ottoman, de la reine Victoria, c'est un peu avant ce qu'on va appeler en France la Belle Époque, il y a un chimiste suédois qui s'appelle Svante Arrhenius. Il publie un papier qui dit que si la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère est multipliée par 2, eh ben, on verrait une hausse de la température à la surface de la Terre de l'ordre de 4 degrés. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très connues depuis très longtemps. Le moment où les scientifiques tirent vraiment la sonnette d'alarme en disant ça désormais c'est plus simplement un truc théorique, c'est quelque chose qu'on voit parce que les émissions de gaz à effet de serre par les êtres humains ont commencé à augmenter de manière extrêmement importante, c'est dans les années 50, 60, 70, et il y a un rapport assez important qui s'appelle le rapport Charney, qu'on pourra mettre d'ailleurs dans la description, et ce rapport Charney, il est présenté au Congrès aux États-Unis, donc au Parlement des États-Unis, en 1979, c'est-à-dire 10 ans avant que je naisse. Et à partir de ce moment-là, il commence en fait à y avoir une mobilisation internationale qui va aboutir beaucoup plus tard au sommet de Rio pour la Terre en 1992, sommet auquel un homme politique français, Jacques Delors, à l'époque il était président de la Commission européenne, va lui-même participer pour encourager une action internationale sur la question climatique. Et dès 1992, Jacques Delors, il vient notamment avec une proposition de mettre en place un prix carbone à l'échelle de l'Union européenne, chose qu'il veut mettre en place dès le début des années 90, mais proposition malheureusement qui ne sera pas soutenue. Dans les années 90, ces négociations internationales sur le climat continuent, et en 97, il y a un accord extrêmement important qui s'appelle le protocole de Kyoto. Pour le résumer en une phrase, le protocole de Kyoto, ça dit en fait, les pays développés doivent être les premiers à agir, puisqu'ils sont les premiers responsables du dérèglement climatique, puisque c'est eux qui ont émis des gaz à effet de serre pendant la première et la deuxième révolution industrielle, donc 18e, 19e siècle, mais aussi surtout le début du 20e siècle. Il y a une mobilisation très importante qui est notamment menée par la France. La France, dès les années 90, joue un rôle moteur pour pouvoir faire avancer l'Union européenne sur ces questions-là, mais aussi pour que l'Union européenne puisse entraîner le maximum de pays dans le monde de manière à ce qu'on puisse agir tous ensemble dans une logique de coopération internationale sur la question climatique. Pourquoi ? Parce que, à la fin des fins, ce qui compte, c'est qu'il n'y ait plus d'émissions de gaz à effet de serre nulle part sur Terre. Qu'il n'y en ait évidemment plus en France, ni en Europe, mais qu'il n'y en ait plus, en tout cas le moins possible, en Inde, en Chine, au Brésil, en Australie, en Afrique du Sud, au Nigeria, au Canada ou aux États-Unis. Et cette action internationale est extrêmement importante. Et régulièrement, les présidents français successifs
vont, si je puis dire, brandir un drapeau vert, c'est-à-dire prendre le leadership sur les questions climatiques. Vous vous souvenez peut-être, comme moi, de Jacques Chirac, qui, en 2003, à Johannesburg, justement dans une de ses conférences sur les questions climatiques, prononce une phrase qui est restée dans l'histoire, hein, dans l'histoire de France et il faut le dire aussi peut-être dans l'histoire du monde, « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et cette phrase-là, Jacques Chirac, il la prononce en 2003, donc il y a 22 ans. Moi, j'étais même pas encore entré au lycée à cette époque-là. Et du coup, on a vraiment un leadership français qui s'affirme dans les années 2000 et qui continue dans les années 2010. C'est pas une question d'être gauche ou de droite, ou d'être ni de gauche ni de droite, hein. Jacques Chirac est un homme de droite, il prend ce leadership-là, et François Hollande aussi prend ce leadership-là lors de son quinquennat de 2012 à 2017. Pourquoi? Parce que notamment en 2015, il y a un moment extrêmement important qui est la grande conférence internationale sur le climat qui a lieu en 2015 à Paris. Et moi je me souviens très très bien de ce moment-là, je débutais ma carrière de chercheur à ce moment-là, et je m'étais moi-même rendu à Paris sur le lieu même de cette COP, donc de cette conférence sur les questions climatiques. J'ai eu aucun rôle, pour être très clair, mais voilà, je me disais, il y a quelque chose d'historique qui peut se passer ici, j'ai envie d'y être, donc j'ai pris le train pour pouvoir y aller. Et après des jours et des nuits, et des jours et des nuits de négociations, et ça aboutit grâce à un leadership français avec des personnes comme Ségolène Royal, Laurent Fabius, mais aussi une femme moins connue et qui a joué un rôle crucial qui s'appelle Laurence Tubiana. Grâce à ces personnes-là et des tas de diplomates, d'ingénieurs français qui ont contribué à faire ce travail-là pendant des années, on aboutit à l'accord de Paris sur le climat. Cet accord de Paris sur le climat, il est adopté en décembre 2015, et c'est un vrai moment historique. C'est pour la première fois qu'on a un accord où l'intégralité des pays du monde s'engagent à agir, à se donner eux-mêmes, pour eux-mêmes, des objectifs climatiques. Soit des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour des pays déjà très développés comme la France ou en tout cas toute l'Union européenne, les États-Unis. Et pour les pays en voie de développement, ils savent qu'en se développant, ils vont forcément émettre plus de gaz à effet de serre, mais ils vont faire des efforts pour en émettre le moins possible et le plus tôt possible, par exemple autour de l'année 2030, eux aussi commencer à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Cet accord de Paris sur le climat, il est hyper important. 2015, c'était il y a 10 ans. Donc là, en fait, quand le monde entier va se retrouver à Belém au Brésil pour cette conférence sur le climat, c'est notamment un moment où on pourra célébrer les 10 ans de l'accord de Paris, qui, en soi, sont une très bonne chose, même si, évidemment, ça reste complètement insuffisant par rapport à l'urgence climatique dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte, moi j'avoue, mais peut-être que je suis encore trop naïf, je pensais que Emmanuel Macron allait prendre à nouveau le leadership sur la question climatique. Moi je me souviens d'Emmanuel Macron en 2017, qui, pour se moquer, avec intelligence, je dois dire, de Donald Trump, commence à prendre le leadership sur la question climatique. Vous connaissez cette phrase que dit beaucoup Donald Trump, hein, Make America Great Again, donc rendre sa grandeur à l'Amérique. Emmanuel Macron, en 2017, il dit « Make our planet great again », donc rendre sa grandeur à notre planète. La seule planète sur laquelle les êtres humains peuvent vivre en nombre, la seule planète sur laquelle la civilisation humaine a pu se développer. Emmanuel Macron, du coup, tient ce discours-là en 2017, c'est un très bon discours. Les actes qui suivent ensuite, on les connaît et ils sont pour le moins insuffisants. Et en 2022, vous vous souvenez peut-être de ce moment entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2022, où Emmanuel Macron cherche à courtiser, si je puis dire, ou en tout cas à séduire des électeurs de gauche. Des gens comme moi, comme probablement plusieurs d'entre vous qui regardaient cette vidéo, qui n'avaient pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour, mais qui, évidemment, face à la menace de Marine Le Pen, auraient eu envie en tout cas, pas forcément de voter pour Emmanuel Macron, mais en tout cas de faire barrage à l'extrême droite. Et c'est à ce moment-là que Emmanuel Macron parle à nouveau d'écologie, pour séduire l'électorat de gauche, et il dit cette phrase « Mon quinquennat sera écologique ou ne sera pas ». Phrase que moi-même j'ai entendue, et je me suis dit, je suis content qu'ils reprennent cet élément-là, et moi-même, comme des millions de Français, j'ai voté pour Emmanuel Macron au second tour des présidentielles pour faire barrage à l'extrême droite. Cette promesse écologique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Emmanuel Macron, elle l'a pas tenue. Il ne l'a pas tenue
en France, mais là, en fait, il est en train de ne pas la tenir au niveau européen. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau européen? Avant d'aller au Brésil, à Belém, on ne doit pas venir les mains vides. Et une des choses qu'on apporte dans ces COP, là, dans ces conférences sur le climat, c'est notre objectif climatique à nous. La tradition européenne, qui est très bonne de ce point de vue-là, disait, en fait, il faut que nous, Européens, avant d'aller échanger avec tous nos partenaires internationaux, on se dote pour nous-mêmes d'un objectif climatique qui soit le plus ambitieux possible tout en étant réaliste, et qui soit fondé sur la science. Et donc là, ce qu'on débat au niveau européen depuis en fait le début de l'année 2025, c'est quel objectif climatique l'Union européenne doit se fixer d'ici à 2040. De combien est-ce qu'on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Les scientifiques, qui sont réunis dans une sorte de haut conseil pour le climat européen, ont fait des études, et ils ont dit, en fait, scientifiquement, ce qui est à la fois ambitieux et réaliste, c'est que l'Union européenne se donne pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre entre 90% et une réduction de 95%. Donc les scientifiques ont fait leur boulot, et ils nous ont donné, à nous, décideurs politiques, une fourchette. Après, c'est évidemment aux décideurs politiques de choisir où est-ce qu'on met le curseur, et surtout de décider de quel type de politique publique on met en place pour pouvoir faire cette transformation dans la vraie vie, sachant que ça peut passer, ou ça doit passer, par des choses aussi diverses et variées, des sujets dont je vous parle tout le temps, d'investissement dans les éoliennes, y compris les éoliennes terrestres, de rénovation des bâtiments, que ce soit nos écoles, nos maisons, nos HLM, et bien évidemment d'autres politiques publiques que je porte moi notamment au Parlement européen, comme cet enjeu dont je vous parle beaucoup, du leasing social, pour rendre la petite voiture électrique accessible aux classes populaires et aux petites classes moyennes, notamment dans les milieux ruraux et périurbains. Donc tout ça, ça relève du politique, mais le scientifique nous a donné un message très clair, voici la fourchette entre 90 et 95%. La Commission européenne a beaucoup palabré, ils ont beaucoup traîné des pieds fondamentalement, pour au final proposer 90%, mais en créant des petits trous ici et là, pour garder un chiffre élevé tout en réduisant effectivement les ambitions de quelques points de pourcentage. Ce texte-là, il est ensuite arrivé au Parlement européen et au Conseil des ministres, où siègent les ministres de l'Environnement de l'Union européenne. Côté Parlement européen, il y a eu... On ne sait pas exactement ce qu'il y a eu. Est-ce que c'est le hasard ou est-ce que c'est le fruit d'une alliance entre la droite et l'extrême droite? Toujours est-il que ce texte, cette loi européenne sur le climat, la personne qui mène les travaux du Parlement européen sur ça, c'est un député européen tchèque d'extrême droite du parti de Jordan Bardella, du groupe politique de Jordan Bardella, et qui nous a proposé carrément de rejeter le texte parce que pour lui il n'y a pas besoin d'avoir d'objectifs climatiques. Et pour avoir lu un peu son explication, il y a des moments où en fait tout simplement il est dans la négation de l'existence du dérèglement climatique, dans une logique trumpiste. On connaît bien Donald Trump qui ne croit pas dans les vaccins, qui ne croit pas non plus dans le dérèglement climatique. Donc on a vraiment une trumpisation de l'extrême droite européenne sur plein de sujets, et à nouveau sur cette question climatique. Donc au Parlement européen, nous on essaye d'agir avec différents députés européens qui sont actifs sur ça, et qui eux veulent un débat politique fondé sur la science. Et donc du coup, il y a des acteurs, ou plutôt des actrices d'ailleurs, puisque c'est surtout à deux femmes que je pense ici. Du côté de la droite européenne, c'est la députée Lídia Pereira, qui est une femme politique portugaise, économiste de formation, qui a tout à fait compris les enjeux climatiques, et qui négocie avec d'autres leaders sociodémocrates et verts. Du côté des Verts, c'est Lena Schilling, qui est une députée européenne verte autrichienne. Disons, pour le dire en termes français, c'est un peu la Camille Etienne autrichienne, si je puis dire. Simplement, elle a fait le choix d'entrer en politique. Et pour nous, sociodémocrates, c'est mon camarade socialiste espagnol, Javi Lopez, qui négocie ça. Et au Parlement européen, les choses avancent quand même assez difficilement, mais elles avancent entre les forces démocratiques. Mais pour que cette loi européenne sur le climat puisse être adoptée, il ne faut pas simplement que le Parlement européen se mette d'accord, et se mette d'accord le plus vite possible pour qu'on ait un objectif ambitieux à présenter avant la conférence qui a lieu au Brésil. Il faut aussi que le Conseil de l'Union européenne décide. Alors normalement, la manière très classique de faire, ce qui aurait dû se passer, c'est de dire c'est une loi européenne tout à fait classique, et donc du coup ça va au Conseil des ministres de l'Environnement, et du coup chaque pays, chaque gouvernement envoie son ministre en charge de ces dossiers-là. Donc pour la France, c'est pour l'instant la ministre Agnès Pannier-Runacher, et
le Conseil décide à ce qu'on appelle ici une majorité qualifiée. Pour simplifier, on va dire que c'est une majorité des 2/3. C'est un peu plus compliqué que ça, mais peu importe. On décide à la majorité. Et ça, c'est ce qui aurait dû se passer. Mais Emmanuel Macron a choisi de prendre en otage la loi européenne sur le climat, de retirer ce dossier au Conseil des ministres pour le mettre au niveau du Conseil européen, c'est-à-dire des chefs d'État et de gouvernement. Ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que le Conseil européen, ils se réunissent beaucoup moins souvent, alors que les conseils de ministres se réunissent de manière très régulière. Donc déjà faire ça, transférer ça au niveau du Conseil européen, ça ralentit complètement le processus de décision, et donc du coup, il y a un vrai risque que nous, Européens, on arrive à Belém sans avoir cet objectif climatique ambitieux dont on a besoin pour entraîner le maximum de pays dans le monde à agir pour le climat. Et le deuxième problème que ça pose, c'est que au Conseil européen, le mode de décision, c'est l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde doit être d'accord, chacun des 27 chefs d'État et de gouvernement doit être d'accord. Donc en faisant ça, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il fait quelque chose qui sort de la norme. Tout ça est légal, bien évidemment, mais ça sort de la manière classique de fonctionner au niveau européen. Mais surtout, et ça c'est beaucoup plus grave, il donne un droit de veto à l'extrême droite italienne de Giorgia Meloni, il donne un droit de veto à l'extrême droite hongroise pro-russe de Viktor Orban, et il donne un droit de veto au régime à volonté autoritaire de Robert Fico, lui aussi pro-Moscou, pro-Kremlin, pro-Poutine, de Slovaquie. Et ça, c'est vraiment incompréhensible. Et j'étais il y a quelques semaines à Bruxelles, et j'ai un homme politique de la droite allemande qui vient me voir et qui me dit « Mais Thomas, je viens d'apprendre qu'Emmanuel Macron faisait ça. » Alors que même la droite allemande voulait une prise de décision classique pour qu'on puisse aller vite. Comment ça se fait qu'Emmanuel Macron est devenu plus anti-écolo, plus, disons, un frein à l'ambition climatique européenne que la droite allemande, qui n'est pas connue pour être des Khmer verts, quoi. Et j'avais pas de réponse à lui donner, vraiment. Parce que je ne trouve pas d'explication rationnelle à ça. Alors, parce que je reste un chercheur, je veux quand même essayer de comprendre. J'ai pu en parler avec un ministre du gouvernement, j'ai pu en parler avec des représentants de la France auprès de l'Union européenne, et la version officielle de l'histoire, c'est de dire la France veut une législation européenne pro-nucléaire, et du coup on prend en otage la loi européenne sur le climat, tant qu'on n'a pas des promesses très claires pour cette loi européenne pro-nucléaire. Et là, si vous voulez, les bras m'en tombent, fondamentalement. Pour être très clair, moi je suis pour le développement de l'énergie nucléaire en France, à la fois pour qu'on continue à utiliser, tant que c'est sûr, nos centrales nucléaires historiques, mais aussi pour qu'on investisse pour construire des nouveaux réacteurs nucléaires, par exemple comme ceux qui sont en construction en Normandie, ou en tout cas qui vont bientôt être construits en Normandie, mais aussi dans le reste de la France. Donc j'ai pas du tout de problème avec ça, bien au contraire. Mais pourquoi prendre en otage une loi européenne sur le climat pour essayer d'avancer un agenda pro-nucléaire? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens tout simplement parce que plus on est ambitieux sur la question climatique, plus on fait une place importante à tout ce qui nous permet d'atteindre notre objectif climatique, le nucléaire étant un des éléments qui nous aide, qui contribue à atteindre nos objectifs climatiques. Et donc du coup, j'avoue que je ne sais pas trop l'expliquer, mais en même temps, Emmanuel Macron, dans ses nominations diverses de Premier ministre ou dans son choix de faire la dissolution en juin 2024, ça fait quand même pas mal de choses que je n'arrive pas à expliquer parmi les décisions d'Emmanuel Macron, donc bon, c'est comme ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qu'on peut faire déjà, en tout cas ce que moi je peux faire, c'est d'essayer de mettre la pression sur le gouvernement français pour que cette position change, de manière à ce que le Conseil européen, certes, parlera des questions climatiques, mais qu'on ait un Conseil des ministres qui puisse adopter un objectif climatique le plus ambitieux possible, le plus vite possible. La deuxième chose que moi je fais, c'est de vous en parler à vous. Parce que vous, en tant que citoyen, vous avez le droit, le pouvoir de demander des comptes au président de la République, Emmanuel Macron, mais aussi à tous ses représentants, que ce soit des députés européens issus du mouvement macroniste, ou des députés nationaux, ou des élus locaux, pour ceux qui ont des élus locaux proches d'Emmanuel Macron chez eux, et de leur demander, mais en fait, comment ça se fait? Parce que vraiment, c'est inexplicable. Ça n'est même pas cohérent avec les promesses climatiques qu'Emmanuel Macron a déjà pu faire au cours des dernières années, et donc du coup, plus vous, moi et des tas de personnes pourront mettre cette pression-là, plus on aura des chances de faire évoluer la position de la France pour que, en fait, comment dire ça autrement, pour que la politique européenne de la France reste cohérente avec elle-même, pour qu'on continue à être ce que nous, Français, avons été en Europe, c'est-à-dire des leaders de l'action climatique, au moins
à défaut de le faire dans nos politiques nationales, au moins dans les ambitions qu'on porte au niveau européen, qu'on puisse renouer avec cette longue tradition diplomatique française qui date de bien avant Jacques Chirac, mais que Jacques Chirac a incarné, et qui nous a permis d'adopter, il y a 10 ans, l'accord de Paris sur le climat. Alors maintenant, je vais répondre à deux questions, en fait une question et un commentaire qui m'ont été posés. La première question, c'est une question de Elisa, et Elisa me demande qu'est-ce que j'ai pensé du discours d'Ursula von der Leyen, et plus généralement, où est-ce que devrait aller l'Europe politiquement. Ursula von der Leyen, en fait, c'est la présidente de la Commission européenne, et il y a une tradition désormais au niveau européen, c'est que le président, la présidente de la Commission européenne vient au début du mois de septembre à Strasbourg pour prononcer un discours face au Parlement européen. Alors pourquoi? Parce que la présidente de la Commission européenne, elle a été élue par le Parlement européen, et le Parlement européen peut la renverser. Et donc du coup, ça nous permet d'exiger de la Commission qu'elle nous rende des comptes. Et donc du coup, Ursula von der Leyen est venue, elle a prononcé un discours, et après, chacun des groupes politiques du Parlement européen ont prononcé eux aussi un discours de politique générale sur la situation européenne. Ce discours-là, si vous êtes un fan de l'Europe, je vous encourage à l'écouter. Il est assez intéressant, il permet aussi de faire le point sur des sujets aussi variés que la situation tragique à Gaza, et des sujets plus techniques et industriels, mais qui ont aussi leur importance politique, comme par exemple le Battery Booster. Donc c'est un plan européen d'investissement dans les batteries, qui est un élément essentiel pour sauver notre industrie automobile et pour faire face à la concurrence chinoise. Ce discours-là, honnêtement, il était bien. Il y a plusieurs éléments où j'aurais des points de nuance. Si ça avait été moi qui l'avais prononcé, je n'aurais pas utilisé ces mots-là, j'aurais parlé de certaines choses et pas d'autres. Mais sur les questions environnementales, elle était très positive. Elle a, par exemple, dit haut et fort quelque chose qui est une évidence pour tous les chercheurs, mais qui a du mal à être entendu par les politiques, qui est que l'avenir de la voiture est électrique. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis content d'entendre une femme politique de la droite allemande avoir le courage de dire cette vérité. J'espère qu'elle aura aussi le courage, pas simplement de dire cette vérité, mais de prendre toujours des choix politiques qui soient liés à ça. Aussi sur la situation complètement inacceptable à Gaza, pour la première fois, Ursula von der Leyen a ouvert la porte à l'idée de sanctions sur le gouvernement Netanyahou, et plus généralement sur l'économie israélienne. Jusqu'ici, l'Union européenne, en tout cas au niveau de la présidence de la Commission européenne, l'idée même de discuter d'une suspension partielle de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, l'idée de peut-être sanctionner des ministres du gouvernement israélien d'extrême droite, était complètement tabou. Et je suis content que Ursula von der Leyen ait levé ce tabou. Ce discours d'Ursula von der Leyen, il avait aussi une portée très politique sur qui elle considère comme étant ses alliés pour avancer en Europe aujourd'hui. C'est un des premiers éléments en fait de son discours. Elle a dit qu'elle avait besoin, elle souhaitait l'union des forces démocratiques pro-européennes dans ce Parlement. C'est-à-dire, en fait, tous les démocrates. En gros, il y a 4 familles politiques qui sont représentées aujourd'hui au Parlement européen et qui ont toujours, sans jamais aucune exception, eu une attitude pro-européenne et pro-démocratie. Le plus à gauche, c'est nous, les sociaux-démocrates, qui avons toujours tenu un discours à la fois pro-démocratie et pro-intégration européenne. Le deuxième, c'est les écolos. Donc on peut appeler les écolo-démocrates ou les verts-démocrates si on le souhaite. Ensuite au centre, il y a les libéraux-démocrates, donc des gens qui sont attachés à la démocratie mais qui veulent aussi défendre le libéralisme économique. Emmanuel Macron est un exemple de ça par exemple. Et enfin les chrétiens-démocrates, donc des gens qui en France étaient plutôt des gaullistes notamment, et qui ont eu une activité pro-européenne et pro-démocratie. On peut penser dans l'histoire de France à un des pères fondateurs de l'Union européenne, qui s'appelle Robert Schuman, et qui est issu de la tradition chrétienne-démocrate française et européenne. Donc Ursula von der Leyen, elle était très claire sur sa coalition. Moi j'étais très content parce que je pense que c'est la seule coalition qui peut permettre de répondre à la situation dans laquelle on vit. C'est la seule coalition qui permet de faire l'Europe dans un monde de brutes. Le problème, c'est que juste après Ursula von der Leyen, on a écouté le chef de son groupe politique, du Parti populaire européen, de la droite européenne, Manfred Weber, qui est un chrétien-démocrate, en tout cas sur le papier, encore aujourd'hui, et qui a passé une partie de son discours à nous attaquer, nous, sociodémocrates, et il a préféré d'abord s'attaquer à nous, aux sociodémocrates, plutôt que de s'attaquer à l'extrême droite.
En fait, j'avais envie de vous dire que c'était très surprenant, mais en fait non, ça me surprend plus, puisque c'est une chose récurrente chez Manfred Weber depuis un an, que de mépriser les sociodémocrates et plus généralement tous les gens qui sont de gauche, tous les gens qui sont écologistes, tous les gens qui sont féministes, et de s'allier avec les différents groupes d'extrême droite, puisque la seule majorité alternative à la majorité pro-européenne, c'est une majorité droite-extrême droite, dans laquelle la droite doit s'allier avec le groupe de Marion Maréchal Le Pen, le groupe de Jordan Bardella et le groupe de Sarah Knafo, qui est proche d'Éric Zemmour, avec en plus l'extrême droite allemande là-dedans. Donc là, le combat continue. Moi, là où je suis quand même satisfait, c'est que Ursula von der Leyen a été très claire, elle a clarifié la coalition politique dont elle a besoin. Maintenant, c'est à la droite européenne de se regarder en face et de décider s'ils préfèrent faire alliance avec l'extrême droite, comme la droite allemande a fait ce choix-là en janvier 1933 en Allemagne, ou s'ils font le choix que la droite allemande a fait aujourd'hui pour l'Allemagne d'aujourd'hui, qui est de s'allier avec les autres forces démocratiques. Et j'espère bien évidemment qu'ils feront ce deuxième choix-là, parce que c'est ça qui est essentiel. C'est la seule manière qu'on ait d'adopter des bonnes politiques publiques pour les gens, quoi. C'est la seule coalition politique qu'on a jusqu'aux prochaines élections européennes de 2029. Donc si on veut faire des trucs utiles pour les Européens pendant les 4 années à venir, il faut que la droite européenne revienne à la raison, qu'elle renoue avec sa tradition d'attachement à l'Europe et à la démocratie. Et enfin, mon dernier point de la vidéo, c'est un commentaire. C'est Margaret qui me dit merci. Merci notamment pour l'action qu'on mène sur la question de la fin des importations de pétrole et de gaz russe. Bah déjà, merci de me dire merci, parce que voilà, on se bat au niveau du Parlement européen. On sait que la plupart du travail qu'on fait est assez invisible, puisque les médias français s'intéressent très peu à l'Union européenne fondamentalement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je fais ces vidéos, c'est pour les quelques centaines de personnes que ça intéresse, que je puisse vous rendre compte de l'activité de mon mandat, a fortiori, si vous avez fait le choix de voter en 2024 pour la liste portée par Raphaël Glucksmann, bah, moi en tant qu'élu, je vous dois de vous rendre compte de ce que je fais. Et du coup, avoir des retours des gens, c'est très chouette. Avoir des retours critiques, c'est très utile. Moi, j'écoute les critiques, même les critiques qui ne sont pas constructives. J'écoute les critiques parce que je pense que c'est le rôle d'un élu en démocratie que d'être à l'écoute du peuple, à l'écoute de ses électeurs, à l'écoute aussi des citoyens, y compris les citoyens qui n'ont pas voté pour nous. Et après, quand il y a des retours positifs, comme là, bah, évidemment, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir d'avoir la confirmation par des citoyens que effectivement, on se bat pour la bonne cause et on va dans la bonne direction. Et là, je suis très content du coup d'annoncer, et ça fera plaisir à Margaret, qu'on vient de trouver un accord au Parlement européen, pas plus tard qu'hier. On vient de trouver un accord au Parlement européen sur ce règlement pour mettre fin aux importations de pétrole et de gaz russe. Donc il y a un accord qui a été trouvé entre la majorité des familles politiques qui sont attachées à l'Europe, qui sont attachées à la démocratie, cette fameuse coalition dont je vous parlais juste avant. Et elle est capable de délivrer, elle est capable d'adopter des textes ambitieux comme on vient de le faire sur le règlement. Donc là, on a trouvé un accord. On va formellement le voter en commission parlementaire au milieu du mois d'octobre, et j'espère que dès la fin du mois d'octobre, on pourra commencer les négociations avec le Conseil de l'Union européenne pour trouver un accord le plus vite possible, et j'espère pouvoir vous annoncer bientôt un accord sur ça d'ici la fin de l'année. Ce sera une étape dans la direction de la souveraineté énergétique européenne. Ce sera une étape pour libérer l'Europe des énergies russes, et donc plus généralement une étape pour aider à sauver nos démocraties du péril poutinien qui nous menace. Donc merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo de rentrée. Les activités sont hyper riches, il y a encore plein de choses que j'aimerais vous raconter. Donc du coup, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer aussi sur la cloche pour recevoir les notifications et ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.